bienvenue dans l'ombre de la lumière avec Tissina. Invité pour ce nouvel épisode à vous parler de son métier de producteur et de ses enjeux. Je vous souhaite une belle écoute. C'est pour moi. Là, c'est un peu. Non, mais no stress, hein, on est. Tu vas voir, les producteurs, c'est pas du tout ce qu'on pense. Non, mais je suis pas du tout. Ça va. Je suis plutôt tranquille. Tranquille. Ça arrête de faire du bruit. Trop bien ce mini-pied. Bon, bah, du coup, bienvenue dans ce podcast. Bonjour. La première question, ce serait comment ça va? C'est une période un peu chargée, justement, en tant que producteur en ce moment, puisque je suis présentement là, on est ensemble dans une galerie qui nous accueille pour l'exposition d'une série documentaire animée de Francisco Bianchi que j'ai produit avec le CNC et Slash il y a 2 ans, en fait, pendant le Covid. Et là, on montre les dessins, on expose les dessins, puisque c'était une technique de rotoscopie, donc qui implique justement de faire appel à des dessins et à 6 images par seconde. Et donc, on a la chance de pouvoir les montrer ici pendant 10 jours. Donc, c'est une période très chargée parce que, voilà, il y a cette actualité en particulier et puis tout le reste à côté. Mais c'est la fin de l'année, il pleut, donc c'est un peu déprimant, mais on se concentre pour l'énergie qu'il faut pour les projets. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Benjamin Bonnet, j'ai 45 ans, je suis producteur. J'ai créé ma société de production Moonfilm Production il y a pile 8 ans, puisque c'était en novembre 2014. Donc, c'est une société de production indépendante qui produit majoritairement du format court de tout type. Là, je suis en train de développer un premier long métrage de fiction et un premier long métrage documentaire également. Et j'ai toujours une activité de découvreur. J'accompagne beaucoup les jeunes réalisateurs, les jeunes réalisatrices. Donc, je suis vraiment sur qu'on appelle les émergents, avec des premiers ou des deuxièmes films, que ce soit sur des formats courts ou des formats longs. Voilà. Après, avant d'être dans l'industrie du cinéma, j'ai été dans l'industrie bancaire en Suisse pendant pas mal d'années. Ah oui. J'ai été DRH, je recrutais et je virais beaucoup à la fin des banquiers, ce qui m'a donné envie de changer un peu d'activité il y a 10 ans. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir commencer comme producteur junior dans une société qui s'appelle Madeleine Film à Neuilly et qui m'a pris sous son aile pendant 2 ans, qui m'a formé. Et après, j'ai décidé de créer ma propre structure. D'accord. Et quelle est ta définition de producteur? Je dirais qu'un producteur, ça n'existe que parce qu'il accompagne des auteurs et des réalisateurs. Quand je mets au masculin, c'est évidemment tout le temps au féminin. Je vais pas systématiquement dire auteur, autrice, réalisateur, réalisatrice, mais ça tombe sous le sens, même si aujourd'hui, je pense que c'est important d'être sensible à justement, notamment, je fais une toute petite digression, mais dans les équipes aussi techniques que je mets en place, dans la fabrication du film, je suis très sensible à essayer d'être au mieux sur de la parité et de mettre aussi en avant sur des chefs de poste des femmes. D'ailleurs, la série qu'on voit aujourd'hui, elle expose des hommes nus, mais justement pour questionner ce qu'est la masculinité aujourd'hui et essayer de déconstruire un peu les clichés, notamment sur voilà, les rapports de force hommes-femmes, et essayer de se mettre à nu et de mieux comprendre et les uns et les autres et de mieux collaborer ensemble. Donc ma définition du producteur, elle serait d'accompagner un auteur de A à Z, c'est-à-dire du moment où je le découvre au moment où on fait ensemble la promotion d'un projet quel qu'il soit, un film, un court, une série, un documentaire, peu importe, mais que ça soit vraiment une démarche globale, sachant qu'évidemment mon rôle c'est de m'occuper plutôt de la partie administrative financière de manière à protéger l'auteur et le réalisateur pour que lui ne s'occupe que de la partie artistique voilà, enfin qu'il soit dédié à 100% sur trouver les bonnes manières de raconter les histoires qu'il veut défendre et s'occuper du casting, s'occuper des repérages, s'occuper du tournage, la prépa, la post-prod, etc. Sur ces différentes étapes. Et moi, d'être là tout le temps en backup pour assurer. En fait, c'est assez simple, un producteur. Hein. Il assure la sécurité des personnes, il assure la sécurité des rushs et il assure la sécurité du matériel qu'il loue.
ou qui l'utilisent dans le cadre des projets pour lesquels on fait de la captation, de la prise de vue. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, juridique. On est une personne morale, c'est-à-dire qu'on a une société. Moi, je suis Benjamin Bonnet, mais ma société s'appelle Moodfilm. C'est une personne morale. C'est elle qui prend les risques, entre guillemets, en faisant la signature des contrats avec les auteurs, avec les loueurs, avec les comédiens, avec toute la chaîne, en fait, qui nécessite d'avoir une logique de contractualisation parce que il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux humains, donc on peut pas faire n'importe quoi. C'est vraiment la différence avec l'autoproduction, où l'autoproduction, généralement, le risque est porté par le réalisateur lui-même, ce qui est souvent un biais qui ne permet pas totalement d'être serein dans la partie artistique sur laquelle, pour moi, elle doit être concentrée le réalisateur. Donc, moi, j'apporte ce soutien-là, mais j'apporte aussi un soutien un peu, je dirais, moral et psychologique tout au long des étapes pour que, malgré les moments où parfois on peut être comment dire, chahuté par des nouvelles qui sont pas forcément bonnes, qui arrivent et où on doit faire face à des imprévus. Moi, je suis là pour essayer de trouver des solutions. En fait, le producteur, il trouve des solutions avec l'auteur pour que on réussisse à faire quand même le projet malgré les contraintes. Et des contraintes, il y en a beaucoup. Il y a une contrainte de temps surtout, tout d'abord. C'est-à-dire que les temps de fabrication, on ne se rend pas bien compte, mais c'est même sur un format court de 20-25 minutes, on est sur quasiment 2 ans avant que entre le moment où le scénario existe et le moment où le film sort en festival ou en diffusion. Il y a souvent une période de quasiment 2 ans qui se passe, à de rares exceptions près. Et puis sinon, mon rôle, bah oui, en effet, c'est d'aller démarcher ce qu'on appelle les guichets, c'est-à-dire les différents établissements qui, dans le système français, permettent de financer la création artistique. Donc il y a le CNC, bien entendu, il y a les régions, il y a les diffuseurs, c'est-à-dire les chaînes, et après il y a toute une série aussi de différents organismes qui permettent d'abonder et de financer également les films. Donc on a quand même un système relativement vertueux. Donc moi, mon taf, c'est ça, c'est de prendre un scénario, décider avec un auteur si on a envie de travailler ensemble, m'assurer. Alors c'est vrai que ma casquette d'ancien DRH m'aide beaucoup parce que je comprends un peu mieux comment fonctionnent les gens. J'arrive mieux à cibler les différents postes. C'est-à-dire quand il faut recruter après toutes les équipes techniques, on en parle ensemble, on se challenge, je challenge un peu les réalisateurs ou les auteurs sur est-ce que c'est vraiment la bonne personne. Avoir tendance à recruter des gens qui nous ressemblent, en fait, je pense que c'est l'erreur. C'est-à-dire qu'il faut plutôt chercher de la complémentarité. C'est-à-dire que là où nous, on est un peu moins fort, donc bien se connaître, se dire, bah, je vais en face mettre quelqu'un qui excelle là où moi, je suis un peu moins armé, un peu moins expert. Donc, il y a tout ce processus-là d'accompagnement. Et puis après, en effet, bah, c'est monter des dossiers, c'est aller faire ce qu'il faut auprès des régions, auprès des diffuseurs pour parler du projet, essayer de trouver la manière de vendre, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas quand même oublier qu'à la fin, même si on est dans de la culture, ce qu'on fabrique, ce qu'on produit, c'est quand même un produit économique, donc il a une valeur, il est censé trouver son public, il est censé être rentable aussi. Je pense que c'est pas des gros mots que de se dire qu'il y a une forme de nécessité de rentabilité. D'ailleurs, un producteur, il fonctionne comment? Il a un devis, il a un plan de financement. Il faut qu'au moment où il parte en production, il y ait quasiment un équilibre entre l'argent qu'il a récupéré et l'argent que va coûter le film. Alors, il y a évidemment des imprévus à un moment donné pour lesquels on ne pourra pas forcément tout gérer, mais ça, normalement, on l'a mis dans le plan de financement. Mais si vous avez 100% de votre devis et qu'il est financé qu'à 80%, il y a un risque sur 20% qui fait que il faut se poser des questions sur comment est-ce qu'on fait le film. Donc, c'est tous ces aspects-là, un peu d'équilibre, de mesure du risque qu'il faut essayer d'anticiper et de prévoir pour qu'il n'y ait pas de crash, quoi, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Et comment tu sélectionnes les scénarios? Bah, en fait, je fais ce qu'on appelle du sourcing, c'est-à-dire que je vais dans les marchés, dans les différents festivals qui ont des marchés, c'est-à-dire des endroits où on peut rencontrer des auteurs, de manière à essayer de découvrir les nouveaux talents, essayer de voir par rapport à ma ligne éditoriale, si j'en ai une, quels seraient les projets que j'ai envie d'accompagner. Passer du temps avec les auteurs, je signe jamais immédiatement, c'est-à-dire qu'il y a une première rencontre, une deuxième, un premier scénario envoyé. L'idée, c'est de retravailler ensemble dessus. Donc, j'essaie de voir leur potentiel économique, évidemment, aussi,
Mais avant tout, ce qui va m'embarquer, c'est un potentiel artistique. Et c'est surtout, moi, je lis d'abord les notes d'intention, ce que les auteurs écrivent sur pourquoi est-ce qu'ils veulent parler de cette histoire, qu'est-ce qui fait que c'est eux qui sont les plus authentiques et les plus pertinents à porter ce projet, pourquoi ça les fait vibrer. Ça oblige évidemment là aussi à se mettre un peu à nu, hein, parler, parce qu'on se rend compte très vite quand même que les jeunes auteurs, ils parlent beaucoup d'expériences qui leur sont propres, parce que pour écrire sur quelque chose, il faut être un peu documenté, il faut que ça résonne. Donc on se rend assez vite compte qu'il y a pas mal de moments autobiographiques, ou en tout cas inspirés de la vie réelle, qu'ils injectent dans de la fiction, quand c'est de la fiction. Donc ça m'intéresse aussi de voir comment est-ce qu'ils se l'approprient. Donc il y a vraiment une phase un peu de test, entre guillemets. Parfois, je fais lire aussi, même assez régulièrement, les scénarios aux alternants stagiaires qui travaillent avec moi, pour me donner un peu, Oscar et Jean, là, qui sont avec moi en ce moment, me donner des billes aussi sur leur ressenti. En plus, on a un gap générationnel qui est assez intéressant. On a 20 ans d'écart quasiment, donc on ne reçoit pas les histoires de la même manière. Ça me permet d'avoir aussi leur point de vue de millennials. Donc du coup, c'est bien, on se parle ensemble de tout ça. Et puis, très souvent, c'est un peu des coups de cœur. J'avoue que là, maintenant que ma boîte est assez installée, je reçois beaucoup de propositions par mail. Enfin, on est quasiment sur 5 propositions par semaine. Donc ça fait beaucoup. J'ai malheureusement pas le temps systématiquement de répondre. J'essaie de le faire, ou de trouver un moment pour donner des conseils, ou essayer de guider un peu les auteurs. Alors, moi, j'ai 2 associés, mais qui sont des associés, c'est des copains d'école. Je fais une école de commerce il y a 22 ans, euh, qui ont mis de l'argent dans la boîte au départ pour constituer le capital social de la structure, mais qui sont pas avec moi au quotidien. Donc, en effet, je suis un peu seul, malgré le fait que je suis très entouré par les réalisateurs, par mes 2 alternants, et par Thomas, qui est mon assistant de prod et dire de prod, mais qui ne participe pas à la vie de la boîte au sens de prendre les décisions, même si de plus en plus, quand même, j'essaye de leur demander un peu ce qu'ils en pensent. Mais je suis arrivé à un point où aujourd'hui, en effet, je suis en train de réfléchir à faire rentrer un nouvel associé, si possible une nouvelle associée, pour me décharger un peu, et qu'on soit vraiment 2, ce qu'on appelle producteurs délégués, c'est-à-dire ceux qui prennent les risques, ceux qui prennent les décisions, ceux qui, euh, d'une certaine manière, voilà, sont des chefs d'entreprise. Et comme n'importe quelle entreprise, il y a des relations avec le comptable, il y a des relations avec les banques, il y a des relations avec les différents intermédiaires, les URSSAF et autres. Donc c'est important d'être plusieurs aussi, je trouve, pour me challenger moi, sur me dire, est-ce que je prends toujours les bonnes décisions, justement, est-ce que ce sentiment que j'ai à un moment donné de me dire, tiens, je pars sur ce projet, est-ce que c'est vraiment pertinent, est-ce que c'est le bon choix. J'ai besoin d'avoir un peu un collatéral qui me pousse un peu dans mes retranchements, pour me challenger. Mais donc, ça veut dire que tu me disais t'es plus dans l'artistique par rapport au scénario, Mhm. c'est ça? Mhm. Donc t'as un contrôle plus artistique où tu laisses un peu aussi l'auteur faire ce qu'il veut, ou tu lui dis un peu non mais là on va faire comme ça, ou Moi, en fait, je pars d'une base assez saine, qui est que je partage avec eux les plans de financement aussi, et les budgets, de manière à ce qu'ils sachent, pardon, D'accord. où va l'argent, qu'il n'y ait pas cette espèce de sensation de se dire, Ok. tiens, on a levé 40 000 euros, le producteur, il va se remettre 20 000 balles dans la poche, et 20 000 balles pour faire le film. Ça, c'est très transparent chez moi. Transparence, ouais, ok. Et d'ailleurs, la réalité, c'est qu'on se rend bien compte que dans le format court en particulier, mais on n'est pas du tout dans ces économies-là. Au contraire, très souvent, en fait, le producteur ne se paye même pas, hein, Ok. de salaire de producteur pendant le projet. Mais du coup, par effet ricochet ou par écho, moi, sur la partie artistique, c'est pas que j'impose quoi que ce soit, c'est que je souhaite qu'on le fasse à 4 mains, dans le sens où j'ai besoin de cet échange, de comprendre à chaque fois que le scénario est écrit, pourquoi il y a ça qui est écrit, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce qu'on défend ensemble, est-ce que ça me convient dans ma ligne éditoriale, est-ce que dans mes valeurs ça me convient. Donc l'initiative, elle est de la part du réalisateur, mais je les challenge beaucoup sur me renvoyer assez régulièrement des versions, retravailler, rediscuter en fonction d'éléments dont on parle ensemble, et de retours que je fais. Si j'avais aucune interaction artistique, ça m'intéresserait pas. J'aurais l'impression d'être un DAF, et de faire un taf de vraiment. C'est pour ça que j'ai choisi cette industrie, c'est parce que d'une certaine manière, je peux m'impliquer aussi dans le résultat final.
De la même manière que quand il y a le montage du film, une fois qu'on a les rushs, je suis présent, pas tous les jours, mais je demande des points d'étape assez réguliers pour m'assurer qu'on est tous d'accord. Et puis globalement, le contrôle un peu comme ça, d'avoir un premier public qui est le producteur, je pense que c'est indispensable pour un auteur. Ouais. Sinon la tendance, elle peut être très vite de faire des films pour soi, qu'on a envie de se regarder soi-même et puis qui vont pas aller toucher beaucoup de monde. Il faut garder cette notion quand même, je pense, d'universalité et d'impact derrière. On vise quand même de faire réfléchir des gens, de proposer une vision du monde, d'avoir un regard un peu différent sur toutes les thématiques qui sont chères aux auteurs, mais ça nécessite du coup d'essayer de décortiquer un peu comment ça va être perçu par des spectateurs. Tu disais produire des fictions et des documentaires, c'est Mhm. ça? Est-ce que tu peux me dire ce qui diffère de la manière de produire les deux types de médias? Alors là, le documentaire, c'est un tout nouveau projet, donc je suis au tout début. Alors, à part la série documentaire Ouais. d'animation de Francisco, qui est un format un peu hybride, puisque c'était 12 fois 2 minutes. Euh, En termes de production, bah, la vraie différence, c'est qu'en réalité, dans le cadre d'un documentaire, on ne fait pas de casting, entre guillemets, c'est-à-dire que euh, le sujet qu'on choisit, que le réalisateur choisit et qu'on va suivre, il s'impose parce que c'est sa vie, enfin, c'est ce qu'il vit. Donc, on lui demande au contraire d'être le plus transparent possible, le plus sincère possible. Donc, on peut pas le travailler comme de la fiction. Et d'ailleurs, c'est pas rémunéré, c'est défrayé. En fait, on paye pas d'ailleurs, on appelle pas ça des acteurs, on ne paye pas quelqu'un qu'on Ouais. interviewe dans le cadre d'un processus documentaire. On peut le défrayer évidemment. Ça change beaucoup la manière de produire du coup. Et on est souvent sur des équipes réduites parce que c'est des décors qu'on va souvent pas avoir besoin de louer puisque ce sont des décors dans lesquels évoluent les personnages naturellement. Les réalisateurs sont pareils, sont souvent dans des configurations beaucoup plus simples de caméra, de lumière, ce qui n'empêche pas un énorme travail de post-prod et de prépa. Mais sur la partie purement tournage, c'est vrai que c'est des dispositifs beaucoup plus minimalistes, beaucoup plus spontanés, et où parfois on ne sait pas vraiment ce qu'on va chercher, alors que dans une fiction, il y a un plan de travail, c'est archi bien établi pour chaque journée, avec qui fait quoi, quelle séquence on tourne, à quelle heure, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est deux manières de produire assez différentes. Après, le financement est relativement le même en France, c'est-à-dire qu'on fait appel aux mêmes guichets, qui sont des guichets spécifiques pour le documentaire ou spécifiques pour la fiction, mais globalement, c'est le même. C'est pas un processus très différent, que ça soit d'ailleurs du cinéma ou de la télé, hein. Le documentaire 52 minutes ou un unitaire télé versus un documentaire cinéma. Bon, on est un peu dans les mêmes logiques de financement, mais c'est vraiment dans la manière de le travailler, de le produire que ça diffère. Et il y a souvent des coproductions, c'est-à-dire que tu produis avec d'autres entités, ça arrive? Moi, j'encourage ça assez souvent maintenant parce qu'en fait, c'est ça. Alors, d'autant plus que je suis seul, moi, associé de ma boîte. Donc, ça me Ouais. permet d'avoir une autre personne avec qui discuter. Mhm. J'en ai déjà fait deux. J'en ai fait un au Maroc, une coproduction au Maroc, une coproduction en Suisse, avec des coproducteurs. Donc, on était bon, quasiment à 50-50. Euh, dans le partage des tâches et donc du coup des apports en financement et des risques, c'est-à-dire qu'on partage en même temps les bénéfices s'il y en a et on partage aussi les pertes s'il y en a. Donc c'est vrai que ça permet de peut-être être moins le seul à être sur le bateau et parfois c'est bien, enfin même je trouve ça plutôt sain moi. Les jeunes productions, je les encourage à démarrer aussi sur des projets dans lesquels elles feraient de la copro. Quand c'est de l'international, c'est quasiment indispensable parce qu'il faut Ouais. gérer plusieurs pays, plusieurs législations, plusieurs manières de travailler. Donc là, pour le coup, pour moi, c'est quasi indispensable. Là, j'ai un autre projet qui m'a été présenté par un copain producteur d'un auteur qui va produire pour la deuxième fois. Et voilà, on est assez complémentaires, le projet me plaît, et donc on est en train de se voir là pour signer un contrat de coproduction, pareil, à 50-50. Donc je pense que c'est vraiment, moi, la coproduction, un endroit. Alors,
c'est comme choisir son associé, hein. Choisir son coproducteur, Ouais. ça peut être hyper risqué. Donc c'est nécessairement des contrats qui permettent de bien comprendre qu'est-ce que les uns et les autres attendent de chaque partie. Mhm. Mais c'est peut-être pas foncer avec le premier comme ça en disant ah bah oui c'est l'opportunité. Je pense que là aussi il faut faire des castings ou c'est testé dans d'autres endroits parce que quand tout va bien c'est super en fait la copro c'est comme la coloc c'est comme tout. Mais dès qu'il y a des moments où il y a un peu plus de stress, il y a des moments de tension, de friction, ce qui se produit c'est que il peut facilement y avoir une mécompréhension. Donc il faut parler régulièrement et il faut pas hésiter à mettre les choses assez vite sur la table et pas les laisser s'engrainer quoi. Du coup, tout à l'heure, tu parlais de producteur délégué. Ouais. Il y a un autre mot aussi, producteur exécutif. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre ces deux? Alors, il y a une différence, effectivement. D'ailleurs, c'est un faux ami en anglais parce que executive producer en Mhm. anglais, ça veut dire producteur délégué. D'accord. Et producteur exécutif, ça se dit line producer en anglais. Ok. Donc, c'est vrai que quand on dit producteur exécutif, ça peut être un peu à double tranchant parce que si les anglo-saxons le comprennent au sens de executive producer, c'est le producteur délégué. Donc, en fait, le producteur délégué, c'est celui qui prend les risques avec sa structure. C'est-à-dire que c'est lui qui fait les contrats, c'est vraiment lui qui a la responsabilité juridique de ce qu'on appelle la bonne fin du film. D'accord. Qui devra rendre des comptes, à ceux qui ont prêté de l'argent, enfin, ou les commissions qui ont donné de l'argent, des Mhm. subventions. Le producteur exécutif, c'est celui qui fait ce que le producteur délégué lui demande, qui peut se rapprocher globalement d'un directeur de production ou quand vous avez des structures qui ont plusieurs projets à la fois, il y a un seul prod délégué, c'est les associés de la boîte, et ils ont plusieurs prods exécutifs sur chaque film ou chaque série ou chaque donc c'est un peu la différence que cette personne-là, généralement, le producteur exécutif, il est salarié de la société, alors que le producteur délégué, il est actionnaire et il n'est pas salarié de sa propre structure. D'accord. Il peut l'être, mais il ne l'est pas tout le temps. Alors que le producteur exécutif, il est employé par le producteur délégué. Donc, il ne prend pas les risques enfin, pour la boîte à titre personnel. Il engage la structure morale, c'est-à-dire la SA, la SAS, la SARL. Ok. Donc ça, c'est, je dirais, la principale différence. Mais pour des structures comme la mienne, des structures indépendantes un peu légères, le producteur délégué et le producteur exécutif, et parfois même le directeur de prod. Donc il y a une différence qui est relativement faible dans ces cas-là. C'est vraiment dans les structures avec des effectifs qui font il y a plusieurs productions qui sont en même temps, qui sont lancées en même temps. D'accord. Du coup, tu parlais du financement. Et est-ce que le producteur, justement, il est libre aussi par rapport au financement? Ou pas du tout? Est-ce qu'il a une charte, une sorte de quelque chose à respecter pour je sais pas, le CNC, Bah, les régions, tout ça? ouais, on a ce qu'on appelle des rendus de compte, c'est-à-dire que à chaque film qui est terminé, on doit ligne par ligne, tel que le CNC le demande, poste par poste, c'est pour ça que ça s'appelle line producer en D'accord. anglais, dire combien on a dépensé, quels ont été les coûts avec tous les justificatifs, et montrer que eh ben, certaines règles ont été respectées, c'est-à-dire que en gros, on peut pas prendre plus que 10% de frais généraux, on peut pas avoir plus que 5% ou 10% de salaire producteur sur certains financements dans le cadre de budgets bien spécifiques. Tout ça, en fait, est encadré par des conventions de subvention qui expliquent bien ce que les uns et les autres doivent. C'est-à-dire que moi, je dois rendre un film, je dois mettre les génériques qu'il faut, qu'ils me demandent. Eux, ils mettent l'argent à différentes étapes, à la signature, au premier jour de contrat, au premier jour de tournage, au rendu du PAD, c'est-à-dire le prêt à diffuser, etc., etc. Et oui, il y a des choses qu'aujourd'hui, il y a des conventions collectives aussi, et notamment sur le long métrage, qui imposent de rémunérer tel ou tel poste à tel ou tel tarif parce que ça a été négocié avec les syndicats. C'est une profession qui est relativement encadrée. Donc, on Ouais. a vraiment ce qu'on appelle des rendus de compte. C'est-à-dire qu'à chaque fin de film, on doit savoir exactement ce qu'on a dépensé. Aussi pour notre comptable, parce que le comptable, Ouais. il fait des rendus comptables film par film. Donc, D'accord. il affecte analytiquement les dépenses de chaque projet aux coûts qui y sont associés, de manière à ce qu'on sache bah, combien a coûté le film, s'il y a eu des recettes sur le film, quelles ont été ces recettes, et savoir après, du coup, si on est à l'équilibre, c'est-à-dire que le film, il a coûté X, on a été subventionné Y,
est-ce que X couvre Y? Sinon, est-ce que les recettes générées a posteriori, une fois que le film est fini, par des ventes ou des diffusions, vient combler ce trou? Est-ce qu'il est plus haut que le trou? Dans ce cas-là, ce qu'on appelle du bénéfice. Lequel bénéfice peut être partiellement reversé aux auteurs selon le contrat qu'on a signé, puisqu'il y a des clauses qui disent que si le film est rentable, c'est-à-dire les recettes nettes par producteur, une fois que le coût du film est amorti, on peut avoir ce qu'on appelle un reversement de ces pourcentages-là aux auteurs-réalisateurs selon un accord qu'on aura déterminé au préalable au moment de la signature du contrat de cession de droit. Donc c'est quand même relativement très encadré. C'est pour ça que je recommande volontiers de faire appel à un juriste pour écrire des contrats de travail au début, des contrats de cession de droit, et que les auteurs, avant de signer, se renseignent auprès de la SACD, auprès de leur agent s'ils en ont, pour s'assurer de bien comprendre ce qu'ils signent. Je suis contente de savoir ça, dis donc. Est-ce que tu as déjà été déçu d'un projet qui a été bien accueilli et au contraire très enthousiaste pour quelque chose mais qui n'a pas forcément eu l'effet escompté? Malheureusement et heureusement, d'une certaine manière, ce qui est un peu fou dans cette industrie, c'est que c'est une des rares, je pense, où on est incapable de prédire un succès, que ça soit un succès public, un succès parce que ça dépend de tellement de paramètres exogènes qu'on maîtrise pas, la météo, quels autres films vont sortir en face, l'actualité éventuellement qui fait que du coup, la thématique qu'on aura choisie, elle va être complètement à contre-courant. Comme il y a des délais très longs entre le moment où on a un scénario en main et où il sort, on peut parfois ne pas du tout être dans le coup, entre guillemets. Donc c'est ça qui est magique, c'est qu'on ne sait jamais vraiment trop à quoi s'attendre. Après, moi, j'ai plutôt été toujours très content des films que j'ai vus sortir des salles de montage, c'est-à-dire le produit fini qui allait être après montré au monde, enfin au monde, autre que l'équipe qui l'a fabriqué. J'ai rarement été déçu. Après, parfois, j'ai eu des incompréhensions totales sur pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été très sélectionnés en festival, pourquoi ils n'ont pas été très achetés par des chaînes en diffusion, etc. Donc, il y a des choses qu'on n'explique pas très bien comme ça parfois. Donc oui, ça c'est frustrant, mais ça fait partie du jeu en fait. Il faut plutôt se questionner soi-même sur qu'est-ce qu'on aurait raté ou qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, et puis accepter parfois que ça reste très confidentiel et ça reste du patrimoine puisque c'est une œuvre artistique, elle est enregistrée au CNC comme telle, l'œuvre a un visa d'exploitation, donc voilà, il nous survivra tous. Après, il va faire un chemin qui peut aussi. Ouais. Oui, non, mais c'est sûr, mais c'est vrai que c'est tellement d'énergie, tellement de temps que parfois il y a une forme de frustration sur se dire tiens, pourquoi ça va pas au moins au niveau des attentes que j'avais. Après, parfois ça les surpasse, parfois ça sous-performe, mais c'est le principe même de la prise de risque sur ces sujets. Ouais, je comprends. C'est ouais, ok. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Je crois que ce que j'aime le plus, c'est probablement la diversité des profils de personnes que j'accompagne. C'est-à-dire que à chaque aventure, c'est une petite aventure, un peu comme il y a une phase c'est presque une naissance à chaque fois, comme si on accouchait d'un nouvel enfant, l'enfant étant le film évidemment, mais du coup, on travaille ensemble sur trouver la meilleure manière de le faire, de le porter, donc il y a vraiment une relation charnelle quasiment à chaque fois avec ces films parce qu'on a tellement donné d'énergie, de temps que c'est un peu les nôtres, et puis après on les laisse vivre tout seuls, un peu comme un enfant d'une certaine manière. Et la diversité de mon activité, c'est-à-dire que sur une même journée, je vais passer d'une discussion avec le CNC, après avec mon comptable, après avec un auteur, après avec toujours trouver des solutions un peu innovantes pour justement, comme ce qu'on fait ici dans cette galerie pour la première fois, exposer les dessins, les œuvres qui ont servi à fabriquer une œuvre, trouver une nouvelle vie comme ça, permanente à tout le travail qui a été effectué. Là, on va faire une vente aux enchères ce samedi 26 dans cette galerie, justement des dessins et des petites vidéos, épisodes qu'on a fabriqués dans le cadre des interviews et qu'on va vendre en NFT. Donc j'essaye aussi de me mettre tout le temps un peu dans une dynamique d'aller dans le sens du marché, le sens de cette industrie, comment est-ce qu'on peut se renouveler, comment est-ce qu'on peut trouver d'autres manières de produire. Il faut sans cesse essayer d'être inventif et créatif, quoi. Et toute contrainte doit devenir en fait plutôt une force. Ton émission préférée? Alors si c'est une émission télé, j'en regarde quasiment pas. Pour la télé. Alors si je peux,
Qu'est-ce que je regarde de temps en temps? Je dirais. Euh, C'est passé dans l'air, là. Comment ça s'appelle cette émission? C'est dans l'air, je crois que c'est Yves Calvi, mais que je regardais à une époque sur la 5. Et c'est une autre émission avec Anne-Elisabeth Lemoine qui reçoit des invités. C'est à vous, voilà. C'est à vous, Ouais, ouais, c'est très bien ça. voilà. Parfait. Parfait. Ton film préféré? Mon film préféré, alors je vais répondre je vais dire que c'est. Alors j'explique pourquoi après, mais que c'est The Doom Generation, D'accord. qui est un film de Greg Araki, qui est un réalisateur américain très underground, indépendant, qui fait encore des films, et qui surtout m'a inspiré quand j'étais très jeune, parce que ce film-là est sorti, je pense, en 95, donc j'avais quoi, 17 ans. Et ça m'a tellement inspiré que ça a donné en fait le nom de ma boîte Mood Film, ça vient de Doom, qui est l'anagramme. Mood est l'anagramme de Doom, donc on retrouve ce petit hommage, sachant que Doom ça veut dire perdu, dévasté, c'est la génération perdue, et je me sentais pas d'appeler ma boîte Doom Film, c'était pas forcément de très bon augure. Du coup j'ai pris l'inverse en me disant ça sera Mood Film. Écoute, c'est pas mal. Ta série préférée? Ma série préférée, alors, je sais pas si j'ai une série préférée. J'en regarde pas mal, j'avoue. Qu'est-ce que je dirais en série préférée? J'aime bien les American Horror Story, Ah toutes ouais. les saisons là. Je trouve ça plutôt foufou. Ouais, c'est Euh, vrai. donc ouais, ça peut être C'est- une des séries que j'aime bien. Ouais, elles sont très très. Moi j'ai du mal à regarder. C'est assez dark, ouais, c'est pas hyper évident. Mais les génériques sont ouf. Ouais. Les génériques sont tellement malins, tellement bien faits. Et moi, j'avoue que j'ai une éditoriale qui est pas trop dans le thriller ni le gore, mais finalement, en tant que spectateur, j'aime assez ce type de série. Comme quoi. Ouais. Ta musique préférée? Ma musique préférée. Ma musique préférée. Ouais, je pense que c'est David Bowie, c'est à peu près tous ses albums. J'en ai pas un. Space Oddity peut-être, s'il fallait en citer une. Ouais, très bien. Musique préférée pour dormir? Enfin, Euh, s'endormir du coup. Ça peut faire aussi. En fait, je m'endors pas en musique, je m'endors malheureusement en regardant mes mails, ce qui est une vraie erreur. Donc il faudrait que j'arrête ça. Non, j'essaie de lire un bouquin quand même avant de m'endormir. Là, je suis en train de lire le Cher Connard de Virginie Despentes, Mhm. euh, qui m'aide assez bien à dormir, j'avoue. Bizarrement. J'ai pas de musique pour m'endormir. Si, peut-être une berceuse comme chantait ma mère, mais elle me les chante plus. Ouais. Musique que tu détestes? Je suis pas très, rock metal, Mhm. gros bruit, Ouais. globalement. La personne qui t'a le plus marqué? La personne qui m'a le plus inspiré. Enfin, inspiré, marqué, Oui. juste de rencontre. Ouais. Bon, après, oui, l'inspiration, c'est aussi. Peut-être si je parle de mon métier, j'ai eu la chance de bosser avec Michel de Broca, qui était la femme de Philippe de Broca, une des premières femmes productrices en France, qui est malheureusement décédée il y a 3-4 ans, et dont j'ai été le dernier assistant quand j'ai fait ma reconversion professionnelle avant de créer ma boîte, et qui m'a un peu appris le métier en me donnant quelques pistes comme ça de comment elle avait fait dans un monde très très masculin à l'époque, et en me donnant quelques conseils aussi de jeunes producteurs. Et donc je pense qu'elle a été quelqu'un d'assez assez clé, charnière un peu dans ma décision de créer ma boîte. Ouais. Et c'est vrai que chaque fois que je peux, je lui rends hommage. L'anecdote la plus drôle vécue sur, je sais pas, un tournage en prépa ou une anecdote assez. Bon, les anecdotes qui sont un peu rigolotes, c'est que j'essaie toujours de faire une apparition dans les films. Donc si on regarde bien mes films, généralement, je suis soit en mode silhouette, soit en mode furtif, j'apparais de dos, de face, ou un peu comme Hitchcock. Comme Fanny, un peu. Ouais, je faisais un caméo Ouais, réalisateur.
Et parfois je suis coupé au montage, donc ça c'est l'anecdote qui est hyper drôle, c'est que d'un coup j'y suis plus, donc voilà, c'est les dommages collatéraux des, C'est euh, un peu dommage. des montages de films. Ouais, c'est un peu dommage. Des montages de films. Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose dans le milieu de l'audiovisuel, ça serait quoi? Et pourquoi? Si j'avais le pouvoir de changer quelque chose, ça serait quoi et pourquoi euh, 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 Il n'y a rien qui me vient immédiatement comme ça. Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives là qui sont ces dernières années qui vont dans le bon sens. C'est-à-dire à la fois, moi je fais partie du collectif, enfin j'ai fait partie du collectif 50-50 pour la parité dans le cinéma. J'ai été président d'une fédération de jeunes producteurs indépendants pour permettre justement pendant 5 ans aux producteurs émergents, souvent issus, on va dire des minorités ou des gens qui sont éloignés comme ça ou empêchés euh, d'avoir la chance de monter ou de créer leur structure, de les aider à le faire en intervenant notamment dans des quartiers dits populaires, quartiers politiques de la ville pour aller informer des jeunes. Donc l'idée ce serait de donner plus d'accessibilité et là maintenant je suis dans le conseil d'administration d'EcoProd qui milite pour essayer de trouver des solutions pour que le cinéma soit le plus conscient des enjeux écologiques et qu'on produise de manière éco-responsable. Donc si je pouvais changer un truc, ça serait qu'effectivement tout le monde se sensibilise vraiment à ces causes qui me semblent indispensables et qui font qu'on fait société, quoi, et qu'on partage des valeurs et on arrive à donner de la voix à tout le monde, notamment à travers l'art, en étant soi-même réalisateur, mais aussi en permettant de découvrir, en se disant que le cinéma ou le visuel, c'est pas qu'une question euh, ça devrait être accessible quasiment à n'importe qui. Et j'aimerais assez d'ailleurs qu'il y ait plus d'initiatives pour que ça soit beaucoup moins cher le ticket d'entrée au cinéma. Ce qui se passe dans les festivals, c'est-à-dire que les festivals, bah, on paye 2 euros. Enfin, ça me semble accessible parce que c'est vrai que nous, il faut qu'on vive producteur, donc il faut qu'il y ait des remontées de recettes, donc il faut que ça puisse être consommé, enfin ça puisse être vu contre une rémunération. C'est un peu le même principe qu'un psy en fait. Il faudrait presque donner ce qu'on a envie de donner, quoi, et se dire que parfois il y a du gratuit, mais parfois il y a du payant, et voilà. Et c'est vrai que ça devient assez inaccessible, je crois, le ticket de cinéma, ticket d'entrée. Ouais, ouais. Tu viens de dire que tu faisais partie d'EcoProd. Oui. Du coup, qui m'amène à cette question, quels seraient également les moyens pour réduire un peu l'empreinte carbone, tout ça? Bah, on a rédigé une charte pardon, qu'on a signé tous les membres du conseil d'administration et qu'on a officiellement hier lancé pour les prochaines assises de l'écoproduction qui auront lieu le 13 décembre à Paris et dans lesquelles on va proposer justement, là moi j'ai ma boîte qui est en période test, on teste sur des tournages réels et des productions réelles, ce qu'on appelle la grille d'écoproduction, le carbone clap pour voir dans quelle mesure on répond aux critères et si on répond pas, comment est-ce qu'on fait, quelles solutions on apporte, comment est-ce qu'on réfléchit pour toutes les pratiques, c'est-à-dire former déjà les chefs de poste sur réfléchir à comment maîtriser leurs coûts, maîtriser leurs dépenses, maîtriser leur pollution entre guillemets, parce que c'est vrai que le fait de fabriquer des décors, le fait de toujours construire des choses comme ça qui sont pas pérennes, c'est par définition pas éco-responsable. Oui, c'est vrai. Quel conseil tu donnerais à un jeune pour s'armer dans ce milieu? L'audiovisuel, même pour devenir aussi ensuite producteur. Bah, je lui dirais d'être curieux, je lui dirais de pas hésiter à aller dans les festivals, faire des rencontres, bien préparer le projet, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, en fait, on est bon tant qu'on est tenace et qu'on est prêt, c'est-à-dire qu'on s'est documenté, on s'est le plus possible mis face à qu'est-ce qui est la réalité de ce que je potentiellement fantasme, c'est-à-dire tiens, je me dis tiens, ça a l'air d'être cool des producteurs, mais en fait c'est quoi un producteur? Donc trouver effectivement toutes les infos possibles qui permettent de donner des définitions claires de ce que c'est. Après se le tester, comme moi quand j'ai commencé, j'étais quasiment, après avoir fait 12 ans dans des banques, j'ai accepté d'être stagiaire dans une boîte de prod, payé 600 euros à 40 ans, quasiment à 35 ans passés.
pour apprendre le métier, comprendre et me créer le réseau, etc. Après, il y a la Fédération des jeunes producteurs indépendants qui m'a été beaucoup bénéfique à moi quand j'ai commencé. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai présidé bénévolement pendant si longtemps aussi. C'est pour la mettre à disposition des nouveaux entrants et des nouveaux jeunes qui avaient envie de se lancer et qui avaient besoin d'un réseau. Donc, je les encouragerais à éventuellement aller sur le site, voir un peu qu'est-ce qu'on y fait, comment on adhère. C'est assez accessible, hein, c'est une adhésion à 100 € par an avec plein de rencontres, plein de masterclass, plein de possibilités justement d'échanger avec des producteurs aguerris, des producteurs plus seniors. Donc c'est vraiment un endroit donc c'est vraiment, enfin, ce que je dirais, il faut être persévérant, il faut mouiller un peu sa chemise. C'est Churchill, je crois, qui disait aux Anglais avant l'entrée dans la Deuxième Guerre mondiale, je vous promets du sang, de la sueur et des larmes. Bah, c'est un peu ça en fait, c'est-à-dire que il va falloir s'armer de patience, prendre des coups, se relever. Donc il faut une certaine façon, une détermination à toute épreuve et une capacité à tenir à la fois. Un bon producteur, je pense que c'est quelqu'un qui est à la fois un sprinter et un marathonien. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable à un moment donné d'être dans une course de sprint quand il faut et tenir sur la longueur comme un marathonien. Donc il faut ces doubles qualités-là qui sont généralement pas du tout les mêmes, quoi. Donc c'est important. D'accord. Bon. Si tu devais remercier une personne pour là où tu en es aujourd'hui, qui ce serait? Ah oui, très compliqué. Ça peut être n'importe qui. Ouais. Genre Barack Obama? Si c'est ton inspiration, pourquoi pas? Non, c'est compliqué, hein. Soit c'est tout le parcours et qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui ou qui fait que euh, Cette personne, je sais pas, il y a un moment où, je sais pas, quelqu'un qui a boosté quelque chose, ou je sais pas. bah il y en a tellement en fait, c'est ça qui est Oui. compliqué, c'est-à-dire que c'est tellement une expérience collective qui est faite de rencontres à plein d'endroits que s'il fallait vraiment en remercier une en particulier, c'est un peu compliqué. Euh, J'avoue, j'en ai pas une comme ça qui émerge, c'est-à-dire que je peux citer plein de gens, mais un ou une en particulier, c'est trop. Je pense que c'est tellement un métier qui nécessite du collectif que je pourrais remercier tous les réalisateurs avec lesquels j'ai bossé, je pourrais remercier mes associés, je pourrais remercier ma famille, je pourrais remercier. Enfin, il y a énormément de personnes qui sont bienveillantes tout au long du parcours. Euh, Michel de Broca, je l'ai cité déjà, elle, mais c'est plus sur l'aspect vraiment transmission de producteur à producteur. Ok. Après, il y en a plein, hein, il y en a plein. Non, c'est pas. Non, c'est quand même une bonne réponse. Quels sont tes futurs projets, si tu peux en parler, évidemment. Bah, j'ai un projet de documentaire en développement qui, a priori, s'intéressera à la vie d'un acteur porno gay à Barcelone qui a un parcours, qui a 24 ans et qui a un parcours. C'est un réalisateur qui est venu me pitcher cette idée-là, qu'il a rencontré parce que c'est son voisin qui habite en dessous de chez lui à Barcelone et qui n'imaginait pas du tout qu'il avait cette activité professionnelle-là. Et du coup, ça induit plein de questions sur. Alors, il est colombien d'origine, il a évidemment fui son pays à cause de la misère, et là, il est confronté à plein de problématiques de passeport, de légitimité. Donc, socialement aussi, ça questionne beaucoup le rapport à l'argent, le rapport au OnlyFans, etc. Donc, il y a tout un portrait un peu d'une jeunesse qui est à dessiner autour de ce personnage en particulier que je suis allé rencontrer à Barcelone. Là, j'ai fait l'aller-retour dans la journée. Donc ça, c'est un projet un peu nouveau parce que c'est un format long et que c'est un documentaire. Donc je sais pas trop où je mets les pieds. C'est un peu comment dire, euh, inattendu.
Et puis sinon, j'ai 3 courts-métrages qu'on tournera. Un en janvier d'une jeune réalisatrice dont c'est le premier film, en février plutôt, un à Brest au mois d'avril qui s'appelle Nino Lunaire, qui est une forme de remix 3.0 de Querelle de Brest, un film de Fassbinder inspiré d'un roman de Jean Genet. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai d'autres projets. La saison 2 des Garçons Bleus, là, qu'on essaie de financer. C'est un projet 2023. Un traitement de long métrage qui sera la version longue d'un format court qui s'appelait Palissade de Pierrick Chopin, sur des thématiques très écologiques, pareil, sociétales, de comment est-ce que les différents types de vivants peuvent cohabiter dans les années à venir, sur la notion de frontières, quels seront les enjeux à la fois d'eau potable, d'air, etc. Donc, c'est comme une projection un film d'anticipation sous forme de comédie. D'accord, ça a l'air bien. Est-ce que tu as un dernier message à passer? Il faut lire le bouquin de Christophe Donner qui s'appelle, faudra revérifier l'appellation exacte parce que d'un coup il m'échappe, mais quiconque fait ce métier, en parlant du métier de producteur, grosso modo, fait un métier de fou. J'ai plus le titre exact. C'est un ancien journaliste qui a écrit un bouquin qui est une fiction, mais qui est très inspiré des grands producteurs de l'époque, les Berry, les Rassam, qui à l'époque produisaient en hypothéquant quasiment leurs biens personnels, c'est-à-dire leur maison, leur voiture, leurs femmes. Enfin bref, c'était une époque un peu complètement folle, et tous sont plutôt mal finis. Et je pense que ce qui est bien avec ce bouquin, c'est que ça nous permet de comprendre que le métier de producteur a beaucoup changé et que c'est plus ça, et que ça implique d'autres manières de produire. Merci. Merci à toi. J'ai terminé. Les questions sont finies. Bon, Si t'as quelque chose, tu veux rajouter quelque chose non, peut-être pour l'instant, j'essaie de finir. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @LDLL Podcast. Rendez-vous au prochain épisode.